Eh bien, aujourd'hui, les couteaux sont sur la table. Et c'est une très bonne nouvelle et en même temps un très grand risque. Nous sommes entrés dans un de ces moments décisifs de l'histoire où on reconnaît les hommes honnêtes, les femmes honnêtes, bien entendu, et celles et ceux qui ne le sont pas. Si l'on prend le taureau par les cornes et on traite la vraie question posée, le changement de système qui a amené la situation dans laquelle on se trouve, on trace le chemin de l'espérance, celui que la Grèce nous a ouvert, la brèche qu'elle nous a ouverte et dans laquelle nous devons nous engager. Et puis ou bien on continue à gagner du temps en faisant semblant que le système peut être sauvé et on se condamne à mourir avec lui. Alors, les couteaux sont sur la table, c'est bien entendu une métaphore. Les couteaux sont en réalité ce tas de journaux qui est là. Car ce sont vos armes. Cette soirée, en effet, n'est pas vouée à l'analyse d'une situation ou à des informations, mais à vous inspirer d'agir comme on ne l'a jamais fait auparavant, car c'est une situation dans laquelle nous sommes qui est vraiment sans précédent dans l'histoire contemporaine. C'est ces journaux donc que vous allez prendre pour distribuer ou beaucoup mieux les vendre en fin de réunion. Ce ne sont pas nos armes que vous avez la bonté de transmettre, mais ce sont vos armes avec lesquelles vous devez vous battre et vous devez les faire vôtres. Et c'est ça le défi de ce moment de l'histoire. Sans cela, la réunion ce soir n'aurait aucun sens. Ce qui est en cause, donc, aujourd'hui, n'est pas la Grèce. C'est notre avenir en tant qu'Européens et en tant que citoyens du monde. Et la dette grecque n'est que le symptôme, comme je pense que la plupart d'entre vous le savent, d'une crise générale. C'est la crise d'une dette qui, dans le monde, est politiquement illégitime, juridiquement illégale et moralement odieuse. Si on le voit, le cas de la Grèce, qui résume le caractère de cette dette, on sait que le peuple grec a bénéficié à peu près de 10% de l'argent qui a correspondu à ses créances, aux créances de cette dette, et que le reste, 90%, est allé entre les mains de tous les spéculateurs et tous les profiteurs et tous les maîtres chanteurs du système financier. Si l'on regarde pourquoi cette dette est illégitime, c'est parce que on veut la faire payer à un patient qui est pratiquement un mort-vivant. 25% de baisse du PIB de la Grèce, 35% de baisse du niveau de vie depuis 2009, pas de médicaments. Les pensions qu'on veut baisser sont entre 500 et 700 euros par mois, 25%, un peu plus en réalité, de chômeurs, plus de 60% de chômeurs parmi les moins de 28 ans. Donc évidemment que faire payer à des gens dans cette situation ne peut qu'être illégitime, au sens où le général de Gaulle disait que le gouvernement de Vichy était illégitime. Elle est illégale parce que c'est une immixtion par les institutions européennes dans les affaires intérieures d'un État. Voilà, elles disent « Ah non, la Grèce peut faire comme elle veut, mais elle doit abaisser les retraites, mais elle doit modérer les salaires, mais elle peut faire comme elle veut. » Donc c'est véritablement illégal et hypocritement illégal. Et c'est moralement odieux, parce qu'on est dans un pays où un enfant sur 4 ne mange pas à sa faim, et où il y a 6 fois plus de gens qui ne mangent pas à leur faim qu'il y a 3 ou 4 ans. Donc on a cette situation, mais la Grèce n'est qu'un reflet extrême d'une situation bien plus générale. Et ce qui est visé
dans la politique vis-à-vis de la Grèce, en particulier des Européens, de ce qu'on appelle aujourd'hui les institutions, comme si elles n'avaient pas de visage, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et le mécanisme européen de stabilité financière, le mécanisme européen de solidarité, comme on l'appelle, et évidemment la Commission européenne. Donc ces gens soi-disant sans visage, ce qu'ils veulent, en réalité, c'est un changement de régime en Grèce, comme on l'a fait dans les pays d'Amérique latine, dans les pays de l'Est, où il y a 45 ans, contre le général de Gaulle en France, lorsqu'il remettait en cause le système dollar, livre sterling. Donc, on est dans cette situation. Et une situation où les Européens jouent un rôle particulièrement extrême, puisque de l'aveu même des institutions, le Fonds monétaire international a reconnu pour la première fois, vendredi dernier donc, que la dette grecque n'était pas soutenable, comme elle dit dans son argot, dans un rapport dont les Européens ont vainement tenté d'empêcher la publication. Donc les Européens sont pires que le FMI, pour ne pas admettre leur erreur d'appréciation et leur acharnement à faire payer la Grèce. Alors, au moment de l'attaque contre ce que représentait la politique du général de Gaulle, le problème n'était pas celui de la France, mais déjà, comme aujourd'hui dans le cas de la Grèce, du système économique et monétaire mondial. La crise de la dette n'est pas grecque, elle est donc bien mondiale. Tout le système financier et monétaire transatlantique est basé sur une pyramide d'endettement, de dettes qui ne peuvent pas être remboursées, même en pillant les peuples. Tout le système dans lequel nous vivons se trouve en faillite virtuelle. Et elle n'est pas réelle parce que personne pour l'instant ne veut tirer le tapis sur lequel la pyramide est assise. Pourquoi ce système se trouve en faillite virtuelle? Pourquoi il ne peut pas échapper à terme à sa propre destruction? Premièrement, on a systématiquement émis du crédit pour sauver le système sans création de richesse réelle correspondante, qui est l'amélioration de l'homme ou la transformation de la nature. On a prêté à tout va pour s'enrichir avec les intérêts et sans créer de substance. On a prêté, comme dans le subprime américain, à ceux qui n'allaient jamais pouvoir rembourser, on leur a prêté pour créer des créances avec lesquelles on pourrait jouer. Deuxièmement, les mégabanques prêteuses ont transmis les risques qu'elles avaient ainsi pris lorsqu'elles ont vu que les débiteurs ne pouvaient pas rembourser. Elles ont transmis leurs risques aux institutions, c'est-à-dire aux États, indirectement, c'est-à-dire à nous, les contribuables de ces États, avec la complicité de nos dirigeants politiques, bien entendu, qui ont été, comment on appelle ça, dans les mauvais lieux, les macros des intérêts financiers. Alors, un exemple très clair est celui de la France. On dit, en effet, ça serait terrible, si la Grèce faisait défaut, on devrait payer 72 milliards, ce qui est vrai. 72 milliards de dettes affichées. Évidemment, de cette dette, on a prêté directement à la Grèce, en tant que France, 11,4 milliards. Il y a 31,4 milliards correspondant à la part française dans le Fonds européen de stabilité financière et maintenant le mécanisme européen de solidarité, et 30 milliards dans la Banque centrale européenne, ce qui fait 61,4 milliards sur ces 72 milliards. Mais cela correspond à ce que ces institutions européennes ont absorbé des banques contre des créances irrécupérables. Donc, elles ont repris cela des mégabanques casinos,
Et ça retombe d'abord, bien entendu, sur le peuple grec, à qui on va faire payer à tout prix, mais ça retombe aussi sur nous-mêmes, contribuables et salariés européens, à qui on demande aussi de payer. Et nos banques, je ne sais pas si vous avez une idée de l'engagement des banques qui avaient tant investi en Grèce, quelle est la part de risque aujourd'hui des banques françaises? Qu'est-ce que vous diriez? Quoi? Très faible, elle est presque à zéro. C'est 1,6 milliard au maximum en prenant dans tous les fonds de tiroir. Il n'y a presque rien. C'est vous, là? Oui, c'est vous. Pardon? Cet argent, ils vont la récupérer en France. Quoi? Cet argent qu'ils ont perdu en Grèce. Il y a de l'argent qu'ils perdent en Grèce. Je ne comprends pas ce que vous dites. L'argent qu'ils perdent, qu'ils sont en train de perdre, qu'ils ont perdu. Oui. Ils vont récupérer en France, non? En France, en Grèce, là où ils pourront trouver des imbéciles qui ne résistent pas. Et qui ne distribuent pas journal, par exemple. C'est un peu simple comme raisonnement, mais c'est la vérité. Alors, ces mégabanques et leurs alliés, les sociétés d'assurance, ont bien entendu spéculé à tout va sur les marchés financiers et contribué ainsi à enfler les bulles spéculatives. Tout le monde le reconnaît. Car on a abaissé systématiquement les taux d'intérêt à des montants très près de zéro pour permettre aux joueurs de continuer à emprunter pour jouer. Et c'est de cette façon que tous les systèmes fonctionnent depuis, disons, une dizaine d'années en particulier. Et pour pouvoir continuer, on soumet les peuples au chantage. Donc évidemment, la Grèce ne représente que 2,5% du PIB de la zone euro. Alors qu'est-ce qu'on craint? Est-ce qu'on craint ces 2,5% et même les 321,7 milliards de la dette grecque? Non, bien entendu. Ce qu'on craint, c'est la contagion aux autres peuples asservis par la dette. C'est l'effet de contagion. Que tout se fasse comme a fait l'Argentine en son temps. Que l'Espagne, le Portugal, l'Italie soient contaminés, voire la France bientôt. Pardon? Alors, ça dépend combien ils doivent à qui. La transmission ne s'est pas faite intégralement, comme pour le cas de la Grèce, auprès des institutions européennes. Elle s'est faite qu'en partie. Mais évidemment, on doit payer pour les banques. Ça, c'est le principe par lequel fonctionne ce système. C'est-à-dire les contribuables et les citoyens qui auront moins d'avantages et moins de salaires et moins de retraites, les citoyens des pays qui sont comme la France ou l'Allemagne ou les autres, ou l'Italie ou l'Espagne doivent payer, mais en plus, ceux qui ne peuvent plus payer doivent être soumis au garrot. Par exemple, les Grecs à vendre leurs îles. On veut qu'ils vendent leurs îles. Ils en vendent d'ailleurs, j'ai vu dans l'Express, il y a 7 ou 8 îles, qui ont l'air assez jolies d'ailleurs, qui sont à vendre. Donc, on démembre la substance nationale des États. Après tout, chez nous, l'État aussi a vendu ses biens, de la même façon. Donc on veut ramener la Grèce, en fait, au sein du modèle prétendument européen, pas le modèle, en fait, néo- ou ultralibéral. On est à la phase où ce modèle est devenu celui d'une dictature, d'une véritable dictature financière. La City, Wall Street, les milieux financiers, les bureaucrates et les dirigeants européens complices, qui, je dois le dire très nettement, pensent et vivent comme des porcs. Comme des porcs. Des porcs par rapport aux souffrances des autres. C'est ce que disait François Châtelet, le philosophe, en son temps, et ce qu'aujourd'hui s'accomplit de façon beaucoup plus claire. Ils veulent faire de la Grèce, comme l'a dit Tsipras, le laboratoire de l'austérité. Les porcs veulent faire de la Grèce un cochon d'Inde, si on veut revenir à des métaphores animales. Et Tsipras l'a dit au Parlement européen, et il a raison. Et à travers cela, on veut intimider les autres. On a assisté ainsi, pendant la campagne en Grèce, à une manipulation sans précédent des médias privés.
Tous étaient pour le oui au référendum. Avec tous ces médias financés par les armateurs, indirectement par le parti de l'étranger là-bas, que représentent les intermédiaires qui prolifèrent, dans un pays comme ça, on sait ça dans les pays du tiers-monde, les intermédiaires qui ne produisent rien. Donc ces gens-là ont financé la Grèce, ont financé le parti du oui, et pourtant le non a eu 61%. Alors, en Europe, on a vu ces mêmes médias qui s'allient avec, dénonçant tous ceux qui s'allient avec Tsipras, ou expriment de la compréhension à son égard. Et après le non, leur virulence se trouve encore multipliée. Je prends le Figaro, juste après le vote, dans son éditorial. Ils disent « Le temps est venu d'en finir avec ce feuilleton navrant qui voit un client insolvable prétendre dicter ses conditions à ses créditeurs. » C'est comme si c'était entre l'Europe et les Grecs, et comme si la banque, qui sont au milieu et qui ramasse le magot, n'existait pas. Il ne revient pas aux membres de la zone euro qui se réunissent une énième fois ce mardi au chevet du malade d'exclure les Grecs. Ils se sont exclus d'eux-mêmes. À part la France et plus mollement l'Italie, tous les pays membres sont d'accord. Au soir du verdict, il ne se trouvera donc pas grand monde pour tendre la main à ce patient qui préfère gifler son médecin. Pas mal, comme expression de ressentiment et de désarroi. Puisque le référendum revienne à l'honneur et que les Français qui applaudissent ce nom grec réclament le respect de la démocratie, on préconise à notre tour un référendum en France. La question serait ainsi libellée. Le contribuable français a déjà prêté 42 milliards d'euros à Athènes, soit 2 400 euros par ménage assujetti à l'impôt sur le revenu. Voulez-vous payer encore plus pour la Grèce, en ayant la certitude de ne jamais revoir votre argent ? Hein ? Comme ça, c'est écrit. Alors, le point de cette semaine, là, qui vient de sortir, Tsipras, Iglesias, Mélenchon, Le Pen, les charlatans contre l'Europe, un combat historique. Je vous passe Bernard-Henri Lévy. Là, ça dépasse la décence commune, comme disait Orwell. Mais je vous prends l'international syriziste. Alors, l'international syriziste, c'est Raúl Castro, Nicolás Maduro, le vénézuélien, Evo Morales, le bolivien, Pablo Iglesias, le parti antilibéral espagnol Podemos, Cristina Kirchner, présidente de l'Argentine, Jerry Adams, chef du parti catholique républicain nord-irlandais Sinn Féin, considéré comme la vitrine politique de l'IRA provisoire, terroriste. Poutine, président de la Russie, et Beppe Grillo, chef du mouvement 5 étoiles en Italie. Alors, c'est très amusant cet amalgame, parce que ça consiste à créer le discrédit sur une classe politique ou des courants politiques ou des mouvements politiques qui résistent, et à dire, comme l'ont dit Papa Schulz, Martin Schulz, le président du groupe social-démocrate au Parlement européen, « J'espère que bientôt viendra la fin de Syriza et la formation d'un gouvernement de technocrates. » Alors, on ne peut pas mieux afficher son manque de respect pour la démocratie, alors que par ailleurs on accuse Tsipras d'être l'Hugo Chavez de l'Eurogroupe. Une citation encore. Les Allemands ne sont d'ailleurs pas les plus extrêmes contre la Grèce. Alors, dans toute crise, il y a celui qui dit tout haut et tout fort ce que les autres pensent. Jeroen Dijsselbloem, le président de l'Eurogroupe, « Nous sommes prêts à aider la Grèce si ses politiciens et son peuple sont prêts à accepter des mesures très désagréables. » C'est la vie, hein. Il y a des moments où il faut souffrir. Et puis, il y a toujours les Ponce Pilate. Si le oui l'emporte, la négociation peut très facilement s'engager. C'était avant le référendum. Si c'est le non, on rentre dans une forme d'inconnu. C'est aux Grecs de répondre. Ça, vous devinez facilement qui c'est. François Hollande. Bien. Alors, si
on continue. Vous avez quelqu'un qui est plus clair, hein, qui est Arnaud Le Parmentier, qui lui se fait une sorte de plaisir morbide à représenter le cynisme dans cette affaire. Lui dit « L'affaire grecque conduit à remettre en question l'ordre économique européen, fondé en Allemagne depuis 1949, en France depuis le virage de la rigueur de François Mitterrand en 1983, fondé sur une monnaie neutre qui n'est pas confiée aux politiques. » Mais confiée à qui s'il n'est pas confié aux politiques? Aux technocrates financiers. Et c'est ça qui est le but poursuivi. Alors là, c'est affiché franchement. Il faut dire que par rapport à ça, les Anglais sarcastiques sont plus drôles, parce qu'il y a un article du Daily Telegraph, où je ne peux pas m'empêcher de vous le lire, parce qu'il est drôle dans le genre cynique désabusé. Mais M. Tsipras n'est certainement pas fou. En tout cas, il n'a pas perdu la tête. En dépit de ses idées marxistes et de son cirque démago, il y a quelque chose d'assez fascinant dans la manière habile dont il a su gérer la crise et ne s'est pas laissé faire par les instances corporatistes de l'Union européenne. Sans oublier l'incompétence de la chancelière surestimée de l'Allemagne, Angela Merkel, sur laquelle diplomate et responsable de politique étrangère s'extasie, sans pouvoir citer dans sa carrière un seul tour de force, autre que le coup de poignard porté contre son propre mentor Helmut Kohl. Les plus cinglés ne sont pas les marxistes grecs. Les vrais malades sont ceux qui ont créé cette construction branlante qu'est l'euro. Ceux qui pensent que les rêves politiques et l'orgueil pourraient transcender la raison économique et les différences culturelles et nationales. Donc, pourquoi ces Anglais affichent davantage ce qu'ils pensent et apparaissent comme plus malins? Ils savent que le système est en faillite et que l'Europe n'a pas réellement d'armes contre les Grecs. Parce que les Grecs sont au plus bas. Et l'euro, rien n'est prévu pour mettre à la porte quiconque. Il n'y a pas de texte. Donc si les Grecs disent pour vous embêter, on reste dedans, on ne peut pas faire grand-chose. Donc les autres disent vous allez voir ce qu'ils disent. En tout cas, la faillite dans le monde, que les Anglais mesurent bien, c'est 700 000 milliards de dérivés officiellement, mais 2 millions de milliards d'engagements financiers totaux, y compris les dérivés. Ce qui fait à peu près entre 35 et 40 fois le produit intérieur brut du monde. Donc comment peut-on, avec des sommes pareilles, créer un syndicat de faillite cohérent? Aux États-Unis, l'endettement public est plus élevé qu'en France par rapport au produit intérieur brut. Il atteint de l'ordre de 120% actuellement, pas 100% comme on dit, 120%. Et 62% seulement de la population américaine à l'âge de travailler est active. Seulement 62%. 38% ne sont pas inactifs. Mais les statistiques de chômage disent que c'est 5,6%. Étrange arithmétique. Étrange différence. Bien. Maintenant, passons aux militaires par rapport à la situation, parce qu'il faut bien le voir. L'OTAN dépense par an 700 milliards de dépenses militaires. 700 milliards. Et c'est un point marquant de cette crise, parce que si vous regardez ce que les Grecs font, ils enfoncent un coin dans ce système de chantage financier soutenu par le militaire. Alors évidemment, ce que les pays de la zone transatlantique disent, voilà, Poutine est un autocrate et la Russie et la Chine sont des États militaristes. Eh bien, l'OTAN, 700 milliards par an, la Russie, 70 milliards, la Chine, 95 milliards. 165 à eux deux contre 700 pour l'OTAN. Qui est militariste ? Alors, il y a un aspect dans ça, dans l'affaire grecque, qui est important.
Car si la Grèce sortait de l'Union européenne, elle devrait probablement aussi sortir de l'OTAN. Et pour les Américains, c'est gênant, parce que la 6e flotte, la flotte méditerranéenne de l'OTAN, la 6e flotte américaine en réalité, a sa principale base en Crète et en Grèce. Et si elle la perdait ? Donc, c'est de là, d'ailleurs, de Crète, que sont partis les avions américains qui ont bombardé la Libye. Alors, les Européens ont aussi un autre souci, c'est les migrants. Le traité de Dublin, qui est parfaitement unique, a prévu que le premier pays où arrivent les migrants est celui qui doit en prendre la responsabilité. La Grèce en a à peu près 50 000 sur les 200 000 qui arrivent depuis le premier semestre. Si la Grèce sortait de l'Union européenne, elle ne serait plus tenue par le traité de Dublin. Donc, elle pourrait laisser déferler en Europe les migrants. Et l'Europe, qui est si généreuse, ne veut surtout pas ce risque. Donc, vous commencez à comprendre maintenant pourquoi l'Europe menace bien d'expulser la Grèce de l'euro, et même de l'Union européenne, avec le gant de fer de Schäuble, ou le gant de velours de Valéry Giscard d'Estaing, qui disent tous deux la Grèce doit sortir. Mais elle préférait continuer à étrangler la Grèce à l'intérieur. L'idée que la Grèce pourrait rester au sein du système actuel de l'Union européenne et de l'euro et voir se desserrer le garrot de l'austérité, c'est-à-dire que ces deux choses aillent ensemble, c'est une idée impossible. Aussi, au flic qui tape, c'est-à-dire le gouvernement allemand, répond le flic mou, c'est-à-dire le gouvernement français, qui embobine ce que Valls a appelé à l'Assemblée nationale un nécessaire compromis entre le monde de la finance et celui des États-nations. Donc ici, c'est l'étouffement plutôt que l'écrasement, car l'écrasement pourrait être trop dangereux. Et tous dénoncent la corruption de la Grèce, de Bernard-Henri Lévy à Sigmar Gabriel, en passant par la droite décomplexée, et aussi l'ami de la bonne finance, qu'est M. Sapin, l'ex-trotskiste reconverti, ou Macron ou Hollande. Tous disent « la dictature du faible au fort, ça ne marche jamais, Tsipras est infantile, il ne réussira jamais ». Ils dénoncent la corruption de la Grèce aujourd'hui, alors que sous Karamanlis, c'est surtout Papandréou qui étaient leurs amis, et le régime des armateurs et des marchands d'armes, ils ne parlaient pas de la corruption en Grèce. Au contraire, ils la faisaient rentrer dans l'Union européenne. La Grèce a été, il faut le savoir, l'un des principaux acheteurs d'armes allemandes et françaises, plus allemandes que françaises d'ailleurs, ce qui est une cause majeure de son endettement. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, ça ? Ah ben non. Eh ben c'est un fait. Que les journalistes n'ont pas vu parce que ils sont incompétents, ou ils ont une opinion qui est détachée du domaine militaire. Ils ne sont pas experts du domaine militaire, ils ne sont experts que de la finance. Alors, on dénonce la corruption en Grèce, alors même que Transparency International a noté qu'il y a du progrès en Grèce, et que les Grecs, contrairement à tout ce qui est dit, paient leurs impôts. Parce qu'il y a un régime en Grèce de prélèvement à la source. Donc les gens qui ont une réelle activité, qui travaillent, ils paient leurs impôts comme ici. Ceux qui ne les paient pas, et il y en a qui ne les paient pas, c'est ceux d'en haut, un petit peu l'épicier du coin, qui essayent de travailler au black pour survivre, mais surtout les grands armateurs, les grandes entreprises, qui échappent. Comme chez nous. Comme chez nous. Comme chez nous. Oui, il y a l'Église orthodoxe aussi, par un vieux accord entre... Maintenant, on essaye de monter l'Église orthodoxe contre le gouvernement grec pour transformer, au moment de la Révolution française, un conflit qui est politique en un conflit religieux. C'est une autre des armes qu'on essaye d'utiliser. Là, pour le oui, étaient réunis dans un stade en Grèce, les popes orthodoxes avec « nai, nai, nai » sur eux, « oui, oui, oui », et ils chantaient des chansons en anglais. Donc, c'est comique.
Donc, Tsipras et son gouvernement sont accusés de corruption. Alors, Tsipras est le premier dirigeant grec à avoir un train de vie assez modeste et à être réputé honnête. Donc, c'est quand même un paradoxe. C'est justement au moment-là que les Européens, les dirigeants européens, découvrent la corruption des Grecs. Quand même, une sorte de Sherlock Holmes qui est plutôt l'Herlock Sholmes d'Arsène Lupin, pour ceux qui connaissent ça. Alors, tous ces gens, pour cette raison, préfèrent que la Grèce reste dedans pour mieux l'étouffer, tout en le soumettant au chantage de le mettre à la porte. Et ils craignent qu'il y aille voir ailleurs, du côté des BRICS, et participent ainsi, en allant voir ailleurs, à la remise en cause du système existant. L'union de l'usure financière, c'est comme ça que j'appelle l'Union européenne, entend faire de la Grèce un protectorat colonial, et l'entend qu'il le reste, avec des réformes. Alors, qu'est-ce qui était proposé? Parce que ça, vous ne devez pas le savoir. Évidemment, c'est ce que Le Monde, qui dit souvent les choses comme elles sont, mais quand elles sont comme elles sont, c'est un journaliste qui le dit au bas de la page, assez bien caché. Quelles étaient les conditions contre lesquelles les Grecs ont voté non? C'est intéressant de les voir une à une. D'abord, on leur disait, vous devez avoir un surplus primaire, c'est-à-dire hors la charge de la dette, de 1% en 2015, 2% en 2016, 3% en 2017 et 3,5% en 2018, pour pouvoir payer la dette. Ensuite, vous pouvez avoir une TVA, vous devez avoir une TVA de 23% pour la restauration et l'hôtellerie, et supprimer les privilèges en faveur des îles, parce que les îles ont un système moins lourd de TVA, pour y favoriser, parce qu'elles n'ont rien autre que le tourisme, souvent, ces îles. Puis en plus, elles ont les migrants sur le dos, qui arrivent là-bas, à Kos, à Lesbos, à Samos. Donc, on voulait supprimer cela. Et limiter les départs en pré-retraite, et surtout, supprimer progressivement la prime pour les petites retraites d'ici à décembre 2019. C'est-à-dire saquer les petites retraites. C'était le projet de l'Union européenne. Juncker a dit on ne voulait pas toucher aux retraites. Juncker a un avantage sur Barroso, il est plus bête dans le mensonge, parce qu'il se croit davantage intouchable. La différence entre un luxembourgeois et un portugais, dans les mêmes milieux financiers. Alors, évidemment, le plan d'aide financière à la Grèce, la Commission et les Européens proposaient de l'étendre avec un prêt total de 15,5 milliards d'euros. C'était d'une part un recyclage de prêts qui s'était engagé à verser à la Grèce, déjà, donc ce n'est qu'un recyclage, d'une part, et d'autre part, ces sommes ne devaient servir qu'à rembourser les échéances dues par la Grèce, c'est-à-dire qu'à rembourser la dette. On leur donnait de l'argent pour qu'ils remboursent la dette. On leur prêtait de l'argent pour qu'ils remboursent la dette. Et enfin, la restructuration de la dette elle-même, et ça c'est le problème, la question, eh bien, une promesse écrite vague de renégocier un jour cette question de la dette. Et encore, il y avait certains créanciers qui ne voulaient même pas cette promesse vague. Alors, aujourd'hui, on essaye de pousser Tsipras en mettant une promesse vague sur le rééchelonnement de la dette, dont les Allemands, les pays baltes et la Pologne ne veulent pas, même pas de ça. Et le président du mécanisme européen de stabilité a reçu tout de même une lettre des Grecs dans laquelle il propose de faire certains arrangements dans le domaine des retraites et dans le domaine aussi des retraites en ce qui concerne les mesures fiscales concernant les îles. Alors, je ne sais pas si cela pourrait passer ou non en Grèce, mais on en est là. Donc, les Grecs doivent soumettre leur plan ce soir tard ou demain matin. Et l'Eurogroupe se réunit, le Conseil européen, se réunit dimanche, et c'est la décision finale. C'est là qu'on est. On est à ces échéances-là. Alors, c'est intéressant de voir les perspectives des gens qui sont les flics mous, comme Jacques Attali,
qui dit « agir vite pour sauver l'euro ». Ce n'est pas pour sauver la Grèce, hein, c'est pour sauver l'euro. C'est dit en toutes lettres. Alors voilà ce qu'il propose. Sur les enjeux à court terme, les positions de la Grèce et les autres Européens ne sont pas si éloignées que ça. On pourrait faire des concessions sur le niveau de TVA applicable aux îles ou sur la date du début de la réduction des subventions aux petites retraites. On réduira la subvention aux petites retraites, mais on commencera un peu plus tard. On peut mettre d'accord. Ça va. Mais on renégociera la dette publique grecque, ça il faut le faire. Mais comment ? En modifiant sa maturité et en apportant dans les 3 prochaines années les 40 milliards nécessaires au remboursement de ces échéances, financés par un prêt octroyé par le mécanisme européen de stabilité. Donc on prêtera aux Grecs, comme je vous disais tout à l'heure, encore une fois, mais un peu plus, on en prêtera un peu plus, pour rembourser leurs dettes. Un peu comme Gribouille, qui sautait au fond de l'étang pour ne pas se mouiller et être mouillé par la pluie. C'est la même logique. En plus, il dit qu'il faut constituer un État grec avec un cadastre, une police, une justice, une administration digne de ce nom, comme on l'a fait avec succès en Europe de l'Est. Attali. Et enfin, 3e étage, après la monnaie unique et l'union bancaire, nous devons réaliser l'union fiscale et budgétaire dont le mécanisme européen de stabilité doit constituer un premier échelon permettant d'y parvenir sans se lancer dans un hasardeux marathon référendaire à travers le continent. Donc on évite le référendum une fois de plus, comme on l'avait fait en 2007 en reprenant les termes de Lisbonne et en trahissant le référendum de 2005. On y reva, mais à travers le mécanisme européen de stabilité. Alors, dans toute cette affaire, évidemment, les Européens sont d'une hypocrisie qui dépasse tout. C'est ça qui me met le plus en colère. L'hypocrisie absolue de ces dirigeants européens. Parce que, et surtout des Allemands, parce qu'en 1953, donc, le traité de Londres, c'est nous qui l'avons dit les premiers, maintenant tout le monde le répète, il avait été décidé, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas 50%, c'est 60% de la dette allemande qui avait été annulée, et pratiquement tout le reste soumis à moratoire, c'est-à-dire un rééchelonnement, que les Allemands ne paieraient qu'en fonction de la hausse de leurs exportations et de leur excédent primaire, c'est-à-dire l'excédent du budget sans la dette. Sans ça, ils ne payaient pas. À la Grèce, personne n'a proposé une réduction de cette nature, et c'est même pas ce que demandait Varoufakis, qui a été viré pour moins. Donc, vous voyez l'hypocrisie des Allemands. D'ailleurs, Jürgen Habermas, qui est le philosophe presque officiel de l'école de Francfort et de l'Allemagne, lui-même le dit, le scandale dans le scandale, c'est l'intransigeance avec laquelle le gouvernement allemand assume son rôle de meneur. L'Allemagne doit l'impulsion qui lui a été permis de connaître l'ascension économique dont elle se nourrit encore aujourd'hui, à la générosité des nations créancières qui, lors de l'accord de Londres en 1954, ont rayé d'un trait de plume à peu près la moitié de ses dettes. Pourquoi on l'a fait, hein ? Parce qu'on essayait une Allemagne tampon contre l'Union soviétique. Bon. Mais on l'avait fait. Et c'est ce que dit Tsipras aujourd'hui, et tout le monde dit non, hein, il dit n'importe quoi. Alors que la Grèce avait voté en faveur de l'Allemagne à ce moment-là. Maintenant, il y a une autre chose, qui est, dans tous ces pays européens qui disent il ne faut pas restructurer. Voilà qu'en douce, l'Autriche restructure. Vienne a été l'un des plus féroces adversaires de la restructuration de la dette grecque. Eh bien, les mêmes qui étaient contre la restructuration de la dette grecque organisent celle de la banque Hypo Alpe Adria, nationalisée en 2009, aux dépens notamment de la Bavière. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? La banque bavaroise, donc, qui était la banque BLB de Bavière, possédait une banque autrichienne HGGA. Et elle l'avait renflouée à hauteur de 850 millions d'euros, contre la garantie à l'époque de l'Autriche sur les dettes de la banque vendue. Et l'Autriche avait racheté et nationalisé cette banque filiale de la Banque de Bavière pour 1 euro, bénéficiant de la restructuration de 850 millions. Cette banque a toujours été aussi mal gérée, elle est tombée en faillite absolue, et Vienne
obtient une réduction de sa garantie, donc la facture passera à l'encontre des retraités bavarois, réduction de la dette et restructuration de 55%, à peu près le même chiffre que l'Allemagne en 1953. Mais pour la Grèce, non, parce que la Grèce pourrait donner le mauvais exemple. C'est toute la question. Heureusement, il y a l'alternative, c'est la résistance et l'espérance soulevées par les BRICS. Alors évidemment, il y a quelqu'un qui l'a bien ressenti et compris, c'est... je ne résiste pas au plaisir de vous le lire, parce que c'est Bernard-Henri Lévy qui dit, je ne suis pas sûr, oui voilà, il dit « Car il y a là un autre mystère. Tout le monde semble faire depuis dimanche comme si M. Tsipras était le dernier démocrate de la zone euro. Et comme s'il avait face à lui une clique totalitaire, Mme Le Pen, à laquelle il aurait vaillamment tenu bon, M. Mélenchon. » Donc il cite Le Pen et Mélenchon. « Passons sur son alliance de gouvernement avec une droite complotiste, les Grecs indépendants. Et passons sur le fait qu'il n'est pas répugné à obtenir, pour faire passer son projet de référendum, l'appui au Parlement des néo-nazis obdorés, dont le soutien disqualifierait n'importe quel autre dirigeant européen. » En effet, les nazis de l'obdoré ont voté pour que le référendum ait lieu, mais leur vote n'a pas permis que cette autorisation par le Parlement du référendum passe. Ça s'est ajouté à une majorité absolue qui était obtenue par Tsipras et les indépendants grecs. Ces 18 homologues de Tsipras ne sont ni moins démocrates, ni moins légitimes que lui. Les pays d'Europe centrale qui ont traversé l'enfer des deux totalitarismes nazis et communistes n'ont de leçons de légitimité à recevoir de personne, et surtout pas de Tsipras. Et je ne parle même pas des valeureux pays baltes, dont son autre ami, M. Poutine, est aux dernières nouvelles en train de faire étudier la légalité de l'indépendance. Et pourtant, il ne cède pas à la panique et donne des leçons à l'Europe. Donc voilà le faux montage, le théâtre avec lequel on a procédé, alors que si on regarde de près le programme des BRICS, dont certes chacun des pays est imparfait, comme tous les pays au monde aujourd'hui, mais leur programme se rapproche, disons, du programme du Conseil national de la résistance français du 15 mars 1944, qui était un programme de développement mutuel avec du crédit public. Alors, si on regarde ce qui va se passer à Oufa, ce qui est en train de se passer à Oufa, puisqu'on commençait le 8 juillet. 8 et 9 juillet, les BRICS, 9 et 10 jusqu'au 11, l'organisation de coopération de Shanghai. Donc, c'est là qu'apparaît une alternative que ces pays bâtissent, tout en ne voulant pas se lancer dans une offensive aveugle. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce qu'ils font. Nodi, Poutine et au départ Xi Jinping l'ont défini comme, tour à tour, une nouvelle alliance pour le développement, un système gagnant-gagnant et une démarche inclusive, c'est-à-dire que ça vise à incorporer tout le monde, y compris même les États-Unis en tant qu'État, pas en tant que filiale de Wall Street. Alors, si on considère les 5 piliers de l'ensemble du système, on voit bien ce qui fait peur aux pays dominés par le monde de Wall Street et la City. Les 5 piliers de ce système qui est en train de se bâtir à Oufa, c'est pas encore fait, c'est pas encore entièrement là comme sur du papier musique, mais c'est préparé, c'est une dynamique en cours. Premièrement, c'est la structure financière, la nouvelle banque pour le développement des BRICS. Ça, c'est 100 milliards, 41 par la Chine, 18 par 3 autres pays, les 3 autres pays, la Russie, 18 chacun, la Russie, l'Inde et le Brésil, et 5 par l'Afrique du Sud. Donc 100 milliards pour cette nouvelle banque, pour le développement des BRICS. La Banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures, lancée à l'initiative de la Chine et ouverte aux pays européens, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne y ont adhéré, plus divers fonds finançant de grands projets sur la ceinture économique de la nouvelle route de la soie terrestre et maritime. Alors ça sera
Grand Canal du Nicaragua en Amérique centrale, ça sera le chemin de fer Moscou-Kazan, ça sera en Amérique du Sud le grand chemin de fer Brésil-Pérou. Ça sera toutes ces choses, chemin de fer transocéanique. Pour l'instant, il y a 1000 milliards d'investissements, le but à terme, c'est 8000 milliards. C'est beaucoup. Ensuite, un fonds de réserve en devises de 100 milliards, qui est une sorte de FMI des BRICS, mais pas un FMI pour mettre de la pression et le garrot sur les États, mais un organisme pour défendre le système de devises des BRICS. Alors, avec une montée en force du yuan chinois pour les opérations internationales. Il y a des accords qui viennent d'être signés avec l'Afrique du Sud, des accords de clearing, comme on dit, avec des plateformes de clearing, et des accords de swaps, d'échange de yuan contre la monnaie locale, avec la Suisse. Et il faut bien savoir que même en France, 44% de notre commerce avec la Chine se fait en yuan, déjà. Donc, banque, nouvelle banque des BRICS, banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures et tous les autres fonds. Fonds de réserve en devises. Et une agence de notation contre Fitch, Standard & Poor's et Moody's. Vous savez que Standard & Poor's nous poursuit. Ça, c'est le comble du comique. Parce qu'on a fait enregistrer à l'INPI Solidarité et Progrès avec SCP. Et eux disent, vous nous imitez, vous n'avez pas le droit à ce logo. Donc, ils ont contesté cela. Alors, eux, je crois, montrent de cette façon qu'ils s'occupent bien de politique. Ça ferait plaisir à M. Asselineau qui nous caricature en disant qu'on est SCP, Standard & Poor's. L'idiotie n'a pas de limite, bien entendu. Sur ce plan-là, du moins. Alors, l'agence de notation chinoise, qui est le Dagong, qui va être de plus en plus l'agence des BRICS, plus un marché mondial de l'or physique à Shanghai, plus une agence de circulation et de traitement de données financières, qu'on appelle le système SWIFT dans les pays occidentaux, mais qui va être un SWIFT des BRICS. Donc si vous regardez ces 5 choses, ça forme vraiment un tout, et un tout cohérent. Et vous voyez que la Grèce, évidemment, peut avoir une alternative. Alors on dit c'est pas possible, comment ces pays ruinés pourraient aider la Grèce, c'est pas possible, et ces pays ne sont même pas d'accord entre eux. Alors, à ce point de vue, il y a quelque chose d'intéressant, c'est Poutine recevant Oufa, qui est en Bachkirie. Il y a une façon de le dire aujourd'hui beaucoup plus compliquée, mais moi j'appelle la Bachkirie comme on l'appelait avant. C'est une république au sein de la Fédération des républiques de Russie. Poutine a dit « Je suis heureux de recevoir ici tous mes amis rassemblés à Oufa, mais particulièrement heureux de voir mes amis chinois. » Donc, il y a une alliance bien de coopération économique et scientifique russo-chinoise au cœur des processus des BRICS. Et ce qui a été considéré, c'est la coopération en matière en particulier scientifique et spatiale. Les Russes vendant des fusées à la Chine et ayant un droit de propriété reconnu par la Chine, et les Chinois incorporant les Russes dans leurs projets d'expédition spatiale, en particulier la recherche de l'hélium-3 sur la Lune. Alors, au sommet des jeunes des BRICS, qui a précédé le grand sommet, il a été décidé que les jeunes feraient des projets sur une station spatiale commune pour l'ensemble, pas seulement des pays des BRICS, mais des pays de l'humanité. Donc il y a bien cette coopération qui se met en place. Alors, par rapport à cela, le responsable numéro 2 de la nouvelle banque de développement des BRICS a dit que les Grecs seraient les bienvenus pour des investissements de la nouvelle banque de développement. S'ils achètent, pour ainsi dire, quelques actions et deviennent membres de la banque, ils peuvent compter sur nos ressources, sur notre intervention. Il n'y aura pas de corrélation entre le montant de la contribution et le moment des financements donnés par la nouvelle banque de développement des BRICS. Ça, c'est extrêmement important. Plus la CCTV, Amérique, donc, qui est la télévision chinoise officielle, dans laquelle il y a bien de problèmes, mais qui est la télévision chinoise officielle. Ils ont mentionné la conférence sur la dette de Londres de 1953 et le plan Marshall, et ils ont dit que si l'Occident avait marché, c'était à cause de ça,
et qu'aujourd'hui on doit faire la même chose pour la Grèce. Et ils ont montré les villes allemandes bombardées en 1945, et ils ont montré les mêmes 10 ans plus tard, en mettant plan Marshall, annulation de la dette allemande, et les villes reconstruites. C'est assez amusant comme instrument d'intervention. Alors, parallèlement, l'autre chose très importante par rapport à cette situation de la dette dans le monde et la politique de la City de Wall Street, c'est le fait que au Sénat américain a été introduit ou réintroduit, mais de façon beaucoup plus volontariste et annoncé de façon plus publique que dans le Sénat précédent, a été réintroduit ce qu'on appelle maintenant un Glass-Steagall Act pour le XXIe siècle. Alors ce sont 4 sénateurs, Maria Cantwell, Elizabeth Warren, John McCain, qui même John McCain s'est associé à ça, et Angus King, qui est aussi un démocrate. McCain est républicain. Donc ces gens se sont unis pour représenter un projet de Glass-Steagall, comme il y en a un à la Chambre des représentants. Et immédiatement, Martin O'Malley, qui est le candidat démocrate, a dit « Moi, je soutiens entièrement cela. Je suis reconnaissant à Warren, McCain, Cantwell et King d'avoir fait cela, parce que c'est la seule manière d'empêcher un autre crack. » Et le secrétaire général de la AFL-CIO, qui est le plus grand syndicat américain, a dit « Nous applaudissons la réintroduction du Glass-Steagall Act pour le XXIe siècle. » Et toute une série d'autres organisations européennes, américaines, ont pris parti pour ça. Ça, c'est les éléments de la situation qui permettent de juger cette histoire de la dette grecque. Si vous la jugez comme une chose en soi, vous tombez dans toutes ces discussions interminables sur la dette grecque. Vous pouvez voir, il y en a des masses, des masses et des masses. Quand vous demandez aux Français de faire de l'analyse et des commentaires, ça, vous avez beaucoup de candidats. Quand on demande d'agir, on en a beaucoup moins. C'est pour ça que les journaux vous attendent, pour montrer que vous êtes capable d'agir. Alors, moi, j'ai écrit ce document « Vive la Grèce libre, libérons l'Europe », en posant le problème de cette façon. Alors, je ne sais pas, vous l'avez probablement vu, certains d'entre vous, les 6 points. Je vais vous expliquer pourquoi c'est dans cet ordre. D'abord, annuler la politique européenne d'austérité financière et mettre en œuvre une stratégie opposée. C'est le principe de la paix par le développement mutuel. Quelqu'un avait parlé de cela. C'était pas Vladimir Ilyich Lénine, c'était le pape Paul VI qui avait dit « Le nouveau monde de la paix, c'est le développement économique mutuel » dans Popularum Progressio. Je ne suis pas un vaticaneux, mais quand le Vatican dit de bonnes choses, je suis prêt à les soutenir et à m'en réjouir. Quand il dit de mauvaises choses, je suis prêt à les attaquer et à les critiquer. Mais là, c'est une bonne chose. C'est le service de la cause de l'humanité, et un État-nation n'a de sens que s'il sert la cause de l'humanité. S'il ne se sert que lui-même, il n'a pas de sens. Ça devient quelque chose, quand on le fait seul, qui a un nom précis et qui n'est pas très réjouissant pour celui qui le pratique. Ensuite, j'ai dit une stratégie des peuples, par les peuples, pour le peuple, c'est l'article 2 de notre Constitution, appliqué à l'échelle mondiale. Donc la France ne peut pas prétendre, comme dit Hollande, que ce soit aux Grecs de parler, nous on n'a rien à dire, on est dans l'Europe, on est à l'intérieur de ce groupe, et voilà, et nous comportons en bons élèves de ce groupe. Non, on doit se comporter par rapport aux principes fondateurs de notre pays. C'est ça ce que veut dire mon premier point. Deuxième point, c'est organiser de toute urgence une conférence européenne sur les dettes. Pour qu'on sépare les dettes qui sont illégitimes, illégales et odieuses, des dettes qui correspondaient à des réelles opérations en faveur des peuples, des opérations de développement, et celles-là, qui sont une part, à vrai dire, faible, doivent être maintenues, et dans certains cas, avec des moratoires, pour éviter un garrot qui empêche la croissance, exactement comme on l'avait fait à Londres vis-à-vis de l'Allemagne en 1953. Alors j'irai plus loin, ce qu'avait proposé un jour le dirigeant équatorien Rafael Correa, qui était de faire un tribunal international sur la dette dans le cadre des Nations Unies, devrait être absolument ce qui irait encore plus loin qu'une conférence sur la dette européenne. Ensuite, un Glass-Steagall global. Salarouche, actuellement aux États-Unis, insiste beaucoup sur ça,
en disant le Glass-Steagall, c'est pas une réforme technique. J'ai vu quelqu'un cet après-midi qui me disait mais une réforme bancaire, mais la France a fait, les socialistes l'ont fait. Ah, j'ai oui, ils ont séparé 1%. Si vous appelez ça une réforme, moi j'appelle ça une réforme à la mode de Bruxelles, mais pas une réforme réelle. Alors il s'est mis à rire, et il a dit je ne savais pas, et je lui ai expliqué ce que c'était. Vous voyez, l'ignorance des gens, c'est quelqu'un qui est, disons, qui est bien informé, bien qu'il n'est pas très politique, mais qui est bien informé. Donc c'est pas technique, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelait dans les livres de mon enfance, séparer le bon grain de l'ivraie. Et ce qu'on appelle, dans le judaïsme, la nécessaire remise à zéro des compteurs financiers à la 7e année. C'est écrit, hein. C'est une des choses les plus précises. Remise des compteurs à zéro à la 7e année, et à la 50e année, le statut des terres, à l'époque. C'est très intéressant de comprendre qu'il n'y a pas la possession, que la possession de biens par les individus est inférieure au bien commun collectif, en l'espèce des Israéliens à l'époque, mais de l'humanité aujourd'hui, avec un principe d'universalité. Le 4e point, c'est dans le système de l'euro et de l'Union européenne tel que nous la connaissons, ça ne peut pas se faire. Donc il faut faire de grands projets de développement financés par du crédit public pour rebâtir quelque chose basé sur la justice sociale, basé sur la croissance réelle de l'économie physique et basé surtout sur l'essor, comme je l'ai dit, de la création humaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Larouche irait jusqu'au début du XXe siècle, où une école mathématique est apparue, une conférence de Paris, avec quelqu'un qui s'appelait David Hilbert, et ensuite ça a été développé par les cybernéticiens, par Normand Wiener, en disant que la science a atteint la fin et son but, et qu'il n'y a plus que des inductions et des déductions à faire, que les découvertes, il n'y en a plus, parce qu'on rentre là dans un domaine contradictoire, où des choses comme la lumière sont soi-disant parfois corpusculaires, parfois ondulatoires, donc on ne peut pas savoir, et il faut admettre qu'il y a des domaines où il y a une contradiction et qui ne sont plus, où la science ne peut plus investiguer. À quoi Einstein avait répondu, si on renonce aux causes dans la science, et j'ajouterais comme dans l'économie, si on renonce aux causes, eh bien on renonce à être humain. Parce qu'un être humain est toujours à la recherche des causes et des principes. Donc c'est ce que je veux dire par là. Alors évidemment, vous avez toute cette propagande aujourd'hui que le monde est à bout de ressources. C'est vrai dans le cadre de la technologie existante. Si vous extrapolez, si vous n'avez pas une forme de technologie basée sur un principe plus dense par être humain, par unité de surface, par matière apportée, par gramme ou pas, unité de matière apportée. Si vous n'avez pas ça, vous avez des limites. Hein. Mais ces limites, l'être humain les a toujours franchies. Il a toujours trouvé des technologies nouvelles. Pourquoi ? Pas en pensant en termes de technologie, mais en trouvant des découvertes avec des principes physiques nouveaux qu'il appliquait sur des technologies incommensurables avec les précédentes. Le nucléaire est incommensurable avec le charbon ou le pétrole, par exemple. Et c'est là qu'on voit un problème dans toute la gauche en France, et même dans une grande partie de la droite. La droite est pour la science et pour le nucléaire, parce que c'est puissant et c'est bon et ça rapporte. Et la gauche, une partie de la gauche est contre, parce que c'est puissant et ça opprime. La réalité, c'est que ça pose le défi d'une autre forme de société. Et la combinaison du nucléaire et du numérique pose ce défi d'une autre forme de fonctionnement de la société, plus élevée, et qui produira davantage et qui aboutira notamment à une politique spatiale. C'est ce que les gens qui sont des mathématiciens ou qui sont des analystes ou qui cherchent l'information ne veulent pas comprendre, parce qu'ils pensent à plat en 2 dimensions et sont incapables de voir un monde à plusieurs dimensions. Et ça, c'est le défi de l'époque, de penser comme un être humain qui est capable de sortir de la prison ou de la cage d'un système et de passer à un système qui peut nourrir plus d'êtres humains, en développer plus, connaître mieux comment marche l'univers, connaître mieux les choses, parce qu'on a poussé à la créativité et aux découvertes.
Et nous, c'est pour cela, à notre conférence de l'Institut Schiller, que nous avons toujours et que nous aurons aussi dans le domaine de nos activités politiques, en particulier de la musique, mais c'est aussi présent dans la poésie. La musique est plus près des sources vives de la création humaine, et la musique, en particulier avec ses règles, qui permet d'enrichir les rapports entre l'esprit humain et ce qu'il exprime. La musique n'est pas dans le son, elle est dans la création qu'elle permet. Et cette création qu'elle permet fait partie d'une politique d'émancipation et de libération, parce qu'elle touche au fondement de la connaissance. Alors, si vous pensez qu'on peut être pour les BRICS en ignorant complètement la musique, l'art, et en disant la science, c'est pour les experts, vous n'aurez jamais compris ce qu'il faut apporter aux BRICS. Et comment on peut nourrir une dynamique. C'est ce que j'ai dit à ma façon, en disant qu'il ne faut pas prendre le train des BRICS, s'asseoir dans un wagon et attendre qu'il le tire. Ça serait en effet une grave erreur, mais il faut exiger d'avoir avec une place dans le poste de pilotage. C'est quelque chose de très différent, en considérant les différents États et les différents développements des pays. Alors, les gens vous opposent, les BRICS, c'est pas démocratique. C'est vrai, mais il y a un développement économique, il y a une croissance, alors que nous, on est soi-disant démocratique. Et moi, je peux vous dire, par ma carrière politique, que j'ai eu le goût de ce qu'est la démocratie française, qui a un certain goût. Donc, mais il y a une démocratie formelle assurée, c'est vrai. Mais si cette démocratie aboutit à voir avec des œillères, à ne pas considérer le futur et à devenir tortionnaire financier de la Grèce et même, je pourrais vous en parler, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, du peuple français, à ce moment-là, à quoi bon la démocratie? La démocratie, c'est la recherche de la vérité, ensemble, et tous les moyens d'être libre pour rechercher la vérité. Et ça, c'est la tradition de la France, que De Gaulle appelait le pacte millénaire entre la France et la liberté du monde. Mais c'est pour rechercher la vérité. C'est pas pour maintenir à tout prix un système existant en prétendant qu'il est démocratique alors qu'il le devient de moins en moins. Voilà la nature du défi à laquelle nous devons faire face avec ces grands projets qui seront tracteurs avec les BRICS et qui s'opposent frontalement à l'oligarchie financière. Alors il y a un autre point pour finir, c'est les États-Unis. Ce n'est pas possible à un moment donné sans les États-Unis. Les États-Unis restent la puissance dans le monde qui a la base la plus grande. Alors ce que vous dira Mélenchon, dont je suis en train de lire son livre, qui a certains aspects intéressants mais alimentés par un goût de détruire et pas toujours par un goût de construire, ce qu'il dit, c'est que les États-Unis sont en crise, ils s'effondreront, et à ce moment-là, il faut être là pour les remplacer. Je ne pense pas que les choses se passent comme ça. Les États-Unis, c'est pas eux le problème, c'est pas le peuple américain, et c'est même pas les institutions américaines, qui sont pas l'idéal pour moi, mais qui sont pas le problème. Le vrai problème, c'est un pays sous la coupe de Wall Street, de la City, et des paradis fiscaux. Il y en a un à l'intérieur même des États-Unis, qui est le Delaware, et 2 ou 3 autres dans le Nevada ou le Montana, qui sont du même calibre, mais moins exploités. Donc, c'est de refaire des États-nations qui coopèrent ensemble en vue d'un avenir commun de développement mutuel. Ça, encore une fois, le système de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro l'empêche. Donc, c'est pas parce que ça nous prive essentiellement de notre capacité de gérer nos propres affaires, c'est parce que ça nous les fait gérer pour nous détruire, ce qui est beaucoup plus grave encore. Donc la souveraineté individuelle de l'individu créateur dont je vous ai parlé, et la souveraineté des nations, et la souveraineté de l'humanité, c'est 3 choses qui vont ensemble. On ne peut pas les séparer. Et beaucoup tendent à vendre par morceaux ces choses-là. C'est pour ça que j'ai eu des propos pour un certain homme politique français qui a le mérite de s'opposer au système, mais qui le fait sans donner un projet mobilisateur pour les gens. J'ai eu ces mots un peu durs tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut dire, pour finir, c'est que, bien évidemment, comme maintenant, je ne sais pas si vous l'avez vu, comme on voulait vous
vous le montrez et vous incitez que c'est très urgent, parce que ce processus de destruction et d'oppression, c'est pas seulement vis-à-vis de la Grèce, c'est en filigrane vis-à-vis de tout le monde, qu'il faut vous mobiliser. Et le moment est venu d'être sévère pour ceux qui ne le font pas, et qui, d'une manière ou de l'autre, ne s'efforcent pas de donner le meilleur d'eux-mêmes pour la cause de l'humanité, la cause de ce que leur pays a amené en termes d'idées dans l'histoire et ce qu'elle a développé. Et c'est intéressant parce qu'on commence à parler à des gens qui nous disent, c'était quelqu'un au téléphone qu'on a eu tout à l'heure, qui nous a dit « Mais moi, à ce que je me demande, j'en suis demandé à quoi bon la France? Pour quelle raison elle existe ?» Je pense que c'est une excellente question. Je voulais finir sur ça. Donc, voilà sur la Grèce, et bien au-delà.